multiplie les qubits, on a un phénomène de décohérence qui fait qu'on a plein d'erreurs, donc il faut rajouter des qubits pour vérifier les qubits qu'on avait créés initialement. Donc plus on augmente le nombre de qubits, plus potentiellement on a le bénéfice de la quantique, mais plus ça devient quasiment impossible à gérer. Mais si ça se produit, bah, c'est cool, ça va changer des trucs. Il y a quelques algorithmes, très peu, c'est vraiment pas, c'est pas avec ça qu'on va construire les sites web du futur. Il y a quelques algorithmes, et notamment l'algorithme du voyageur de commerce, qu'on craque hyper facilement et aujourd'hui qu'on ne peut résoudre que dans des temps très divergents et quasiment infinis. Voyageur de commerce, vous voyez ce que c'est? C'est comment on optimise le parcours d'un voyageur qui doit passer par différentes villes. Et c'est un des problèmes hyper compliqués qu'on n'arrive pas à traiter de façon mathématique avec les outils qu'on a actuellement. Ensuite, j'ai mis, alors là je sors un peu de mon champ de compétences, mais je pense qu'il y a du potentiel à ça, c'est tout ce qui est interface cerveau-machine. Je pense qu'on va pouvoir brancher des services numériques au cerveau directement. C'est un peu ce qu'essaye de faire Elon Musk avec Neuralink. C'est pas encore au point, mais bon, si ça arrive, il y a moyen de faire des trucs assez sympas et assez disruptifs, et notamment en termes de santé. Donc, pareil, je suis désolé, je vais faire assez souvent référence à l'USI parce que c'est une conférence où on fait venir des gens un peu particuliers. Il y a quelques années, on a fait venir Youth Air, qui est un chercheur du MIT qui s'est fait amputer des deux jambes. Et franchement, quand il a ses bas de pantalon retroussés, il marche comme vous et moi, quoi. Et donc, ça, c'est probablement un champ qui va avoir certains impacts sur notre vie de tous les jours. Ensuite, blockchain DAO. Alors, probablement que j'aborde ici un point assez polémique. Moi, je le mets en milieu de tableau. C'est-à-dire que, pour l'instant, le Web 3.0 fait l'objet d'une sorte de bulle, de hype. Et je pense personnellement que c'est un peu surestimé. Alors, vous pourrez me taxer de ne pas être visionnaire, donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans 10 ans pour discuter de toutes les prédictions que j'ai pu faire aujourd'hui. Et moi, quand je vois la blockchain, en fait, je vois un truc qui a finalement quelques cas d'utilisation, surtout dans le monde professionnel. Donc, si on sort du monde professionnel, il y en a un peu plus. Et dans le monde des entreprises, des cas d'utilisation où la blockchain est véritablement pertinente, il n'y en a pas tant que ça. On peut en discuter, j'ai conscience que c'est débattable. Ensuite, il y a l'AR/VR, le métavers, donc c'est ces deux briques, ces deux bulles-là faisant le Web 3.0. Bon, le métavers, ça a un potentiel pour les jeux, ça a un peu de potentiel dans le monde industriel pour faire des opérations à distance. Pareil, je pense qu'il y a un peu une exagération autour des potentialités du métavers. Et alors, cette presse, la première fois que je l'ai joué, je l'ai adapté pour vous, hein, vous avez des exclus dedans, mais la première fois que je l'ai joué, c'était à peu près il y a 9 mois. Donc c'était juste au moment où Facebook lançait, enfin Meta, pardon, lançait son métavers. Et donc tout le monde était très excité autour de ça. Bon, 9 mois plus tard, le soufflet a un petit peu retombé et les promesses du métavers sont moins évidentes, on va dire. Low code, no code, alors lui je l'aime bien, c'est ce que j'appelle le loser de la bande. Donc c'est une techno qui ressemble à rien, on a l'impression que ça change pas grand chose. Et finalement, je pense que c'est une techno de bon goût qui a le mérite de combler une difficulté absolument fondamentale de notre marché, qui est la pénurie de compétences numériques. Donc avec le low code, no code, on arrive à faire des applications qui se tiennent, avec des gens qui n'ont pas besoin d'être bac plus 12 en informatique, hein, et donc c'est pour ça que je pense que c'est une technologie qui a un certain avenir. Est-ce que ça va être disruptif? Non, parce qu'on va faire les mêmes applications que maintenant, mais en tout cas, je pense que c'est une technologie qui peut être amenée à se généraliser. Alors, probablement qu'il y a des ceintures noires du code dans la salle, donc vous avez peut-être envie de me clouer au pilori parce que ça fait des trucs moches, mais bon. Voilà, c'est le loser de la bande, mais moi je pense qu'il a un petit potentiel. 5G, IoT. Bon, bah, la 5G commence à rentrer dans les mœurs, en tout cas on commence à avoir des téléphones connectés à la 5G, il y a un potentiel industriel qui est assez conséquent.
parce on peut faire de la localisation sur les sites industriels, on peut donc avoir des connexions réseau qui sont beaucoup plus rapides, ça ouvre d'autres horizons pour l'IoT, donc il y a un potentiel assez fort, avec un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder un peu plus loin dans la presse, hein, qui est le problème des amiches, hein, c'est-à-dire que, mine de rien, déployer la 5G, c'est un petit coût, voire un énorme coût écologique. Le cloud, alors, la probabilité de généralisation, je ne me suis pas trop mouillé parce que c'est presque universellement distribué aujourd'hui. Ça change la donne. Pareil, une fois qu'on est habitué au cloud, on a l'impression qu'on a toujours vécu avec. Moi, j'ai vécu sans le cloud et j'ai le souvenir du moment où, quand on voulait construire une nouvelle application, le premier truc qu'on faisait, c'était qu'on commandait les serveurs Sun. Ils arrivaient à peu près 9 mois après. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait véritablement commencer le projet. Aujourd'hui, on commence un projet, 1 heure après, on peut avoir déployé sur un cloud l'application, le Hello World, qui permet de valider l'architecture qu'on a à disposition. Donc c'est un vrai disruptif. Si on veut vraiment bénéficier du cloud, il faut avoir tout un champ méthodologique qui permet d'aller vite, parce que le seul intérêt du cloud, enfin, il y en a deux, c'est vous ouvrez vos applications au monde entier, et vous êtes capable d'aller vite. Mais pour être capable d'aller vite, il faut changer toute sa chaîne de fabrication de logiciels. Donc il faut être un obsédé de la vitesse, il faut faire du product management, de l'agile et du DevOps, sinon, franchement, ça ne sert pas à grand-chose de faire le cloud. Et l'intelligence artificielle, qui est, à mon sens, le truc le plus disruptif de ce tableau-là, qui commence à être très diffusé. Il y a Kevin Kelly, qui est un ancien rédacteur de The Wired, qui a écrit un bouquin dans lequel il explique que vous prenez n'importe quel business model, donc vous prenez X plus AI, plus intelligence artificielle, et vous avez un potentiel de disruption. Donc il n'y a pas un sujet, je pense, qui ne peut pas être disrupté par l'intelligence artificielle. Et on commence à le voir de plus en plus. Ça se fait de façon de plus en plus silencieuse. Tout le monde parlait d'intelligence artificielle il y a 5 ans, maintenant on en parle moins, mais c'est un peu plus profond et c'est en train de se diffuser dans tous les usages. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça a changé pour le métier du développeur? Peut-être qu'une partie du code de demain va être construit par des intelligences artificielles. Et ça date déjà de quelques années, on a eu un stage chez Octo où il y a un stagiaire qui a utilisé donc GP3, enfin, comment il s'appelle le moteur c'est GPL3, GPT-3. Donc il a utilisé, c'était il y a 2-3 ans, donc c'était les premières compiles de ce moteur-là. Il était capable de générer des discours politiques en analysant en mettant dans son algorithme tous les discours politiques récents. Quand vous lisiez le discours, vous étiez incapable de savoir si c'est. Enfin, il faisait des tests après, est-ce que c'est un vrai discours ou pas un vrai discours. Alors, en fait, vous tombiez juste 2 fois sur 3. C'est-à-dire qu'une fois sur 3, vous vous faisiez berner par le générateur, quoi. Bon, voilà, on a fini la presse, donc on peut discuter maintenant. Parce que ça, c'est des tendances technologiques, mais il y a des tendances d'évolution du monde qui vont structurer l'environnement technologique dans lequel on évolue, et probablement que c'est ça qui va être le plus intéressant pour les années qui viennent. Et donc, de toute façon, quand on fait de la prédiction, c'est toujours sain de faire un travail par scénario, on a moins de chances de se planter, et puis au bout du bout, la réalité, c'est souvent le mélange des scénarios. Alors, je vous propose d'explorer 3 scénarios. Le premier, c'est World Tech Company. Le deuxième, c'est Digital Cold War. Et le dernier, c'est Digital Detox. Allez, on commence. Donc, World Tech Company, le principe de ce scénario, c'est de dire que finalement, on a des acteurs, alors, les MAMA, qui remplacent maintenant les GAFAM, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, donc MAMA pour Microsoft, Meta, Amazon, Apple, c'est pas dans l'ordre, mais le deuxième M, c'est Microsoft, et le dernier, c'est Alphabet. Donc on a remplacé Google et Facebook dedans. Et donc le principe de ces acteurs-là, c'est de créer des écosystèmes englobants. Donc ils ont commencé par créer des moteurs enfin, ils sont tous partis d'un endroit différent, mais ensuite ils ont essayé de créer des systèmes desquels vous ne sortez pas. Donc maintenant, chacun de ces acteurs-là a
quasiment son device ou son OS. Il a sa bulle de services digitaux, il a son système de paiement et voire de plus en plus des systèmes de banque assurance. Quand vous discutez avec des banquiers et des assureurs et que vous leur demandez quel est votre prochain compétiteur, il y en a un sur deux qui vous dit Amazon ou Google. Ils ont ajouté des services de stockage numérique, de photos, de votre vie. Enfin, en fait, tous les éléments de votre vie personnelle sont maintenant sur un cloud qui est détenu par un de ces acteurs, globalement. Vous vivez vos loisirs numériques dans cet univers-là, donc vous êtes abonné à Apple TV, Amazon Prime aussi hein, d'ailleurs, et puis de plus en plus on va jouer dans cet univers-là, probablement que les prochains jeux ça va être des jeux sur le cloud hein, et on va rester dans cet univers-là. Il y a les réseaux sociaux, donc évidemment Meta est le plus avancé là-dessus puisqu'on doit passer en moyenne 2 à 3 heures de notre temps quotidien sur des réseaux sociaux maîtrisés par Meta, par Facebook. Et puis le truc de demain, c'est le fait qu'on reste dans son salon avec un casque virtuel sur la tête et qu'on ne sorte plus de ces univers-là. Donc ces acteurs-là, ce sont les gens qui essayent de vous faire rentrer dans un écosystème dont vous n'avez pas besoin de sortir. Donc vous vous distrayez, vous achetez, vous prenez des services sans jamais avoir besoin de sortir de cet écosystème. Pour manger, encore pas toujours, parce que Amazon, par exemple, gère la livraison de la bouffe, donc c'est réglé. Ces gens-là créent des forts tickets d'entrée. C'est-à-dire que maintenant, pour qu'un acteur rentre sur le marché pour aller concurrencer cette bulle complète de services, il faut se lever quand même de bonne heure, et vous, c'est hyper difficile de sortir. Alors moi, j'ai jamais adhéré à Facebook, donc j'ai 4 amis, c'est peut-être parce que j'ai pas de vie sociale, encore que. Mais peut-être que certains dans la salle ont essayé de sortir de Facebook. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont essayé d'arrêter Facebook? Il paraît que c'est un cauchemar, vous confirmez? Non, c'est ça? Non? C'est compliqué, oui. Ouais. Donc c'est un cauchemar. Oui, d'accord. Et donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces acteurs vont pas être les acteurs dominants du monde qui vont structurer notre vie des 10 prochaines années? Et finalement, ce n'est que tirer le trait de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, c'est-à-dire que moi je me souviens d'il y a 10 ans, chez Octo, on ne jurait que par les GAFA. Chaque fois qu'il y avait Mark Zuckerberg qui faisait un mémo, enfin la note d'IPO de Mark Zuckerberg, on se l'échangeait avec des yeux de chimène, on disait il est vraiment trop fort. Chaque fois que Jeff Bezos sortait un papier, on disait oh là là, il est vraiment brillantissime, c'est des gens qui vont changer le monde. Il y avait Google qui disait Don't be evil, on trouvait ça absolument top. 10 ans après, on sent quand même que le vent a un petit peu tourné, quoi. On a un tropisme en France hein, qui est un tropisme très occidentalocentriste, hein, donc qui peut nous faire oublier la Chine. Donc la Chine a, pour chaque grand acteur américain, globalement un équivalent chinois. Donc c'est possible qu'il y ait des équivalents chinois qui arrivent sur le marché français et que, en plus de ces 5 acteurs-là, on ait un ou deux Chinois et peut-être un ou deux acteurs qui viennent plus de la disruption par la technologie physique, hein, typiquement Tesla. Donc on voit quand même l'univers d'Elon Musk hein, qui est en train de mordre de plus en plus hein, qui essaye de se rapprocher de plus en plus de la stratégie de ces GAFAM en créant des écosystèmes embarqués. Enfin, complets, pardon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, c'est ce que je décrivais avec la notion de ticket d'entrée. Une fois qu'on a capté la donnée des utilisateurs, on a créé un lock-in dont c'est très difficile pour les gens de sortir, et ça permet d'améliorer les services dans une boucle, on va dire vertueuse, qui fait que vous avez une puissance par rapport à d'autres qui vont rentrer qui est absolument énorme. En préparant cette presse, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a maintenant des entreprises privées qui ont des puissances comparables à celles des États. Donc, la première fois que j'ai joué cette presse, le CA d'Apple, c'était l'équivalent du 39e pays au monde, donc Singapour. Maintenant, ils ont gagné en moins d'un an cette place. Donc, ils
sont l'équivalent du 32e pays mondial. Et Amazon, c'est le PIB de la Thaïlande, donc l'équivalent du 25e pays. C'est la comparaison que je trouve la plus pertinente. Vous avez sans doute entendu des trucs. Si Facebook était un pays, ce serait le pays avec la plus grande population mondiale. C'est des trucs que je trouve moyennement intéressants. Et on a souvent tendance à comparer la capitalisation boursière de ces acteurs-là avec le PIB des pays, mais pour moi, on compare des choux et des carottes. Donc j'ai vraiment pris le CA, le chiffre d'affaires de ces acteurs-là, et je l'ai comparé au PIB des pays, qui a en quelque sorte le chiffre d'affaires des pays. Dans les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Californie ou la Silicon Valley va devenir un État indépendant? Alors ça peut paraître de la science-fiction, mais je vous invite à aller sur Twitter, il y a un tag qui s'appelle Calexit, où c'est les gens qui militent pour l'indépendance de la Californie. Ou est-ce qu'une mama va s'affranchir des règles étatiques? À un moment donné, il y avait la volonté de certains de créer des sortes de data centers flottants qui seraient dans des eaux non territorialisées. Et donc, voilà, un début de création d'États indépendants au milieu de la mer, pourquoi pas. Alors, les signaux faibles, en fait, vous les voyez tous. On est complètement drogué aux médias sociaux, avec une volonté de ces acteurs-là de créer une dépendance. Donc, ils maîtrisent parfaitement toutes les techniques d'addiction pour créer des véritables dépendances à leur service. Le métaverse est prévu comme le champ de bataille des années qui viennent entre ces géants-là, parce que c'est la dernière brique quelque part. Enfin, en fait, il y a le métaverse et la mobilité. Ce sont les dernières briques qui permettent de faire qu'on reste chez eux pendant tout notre temps de cerveau disponible. Et puis, vous avez vu les initiatives d'Elon Musk d'aller vers le réseau social pour ajouter une brique à son écosystème. Le deuxième scénario que je vous propose d'explorer, c'est Digital Cold War. Donc, globalement, ce scénario part du principe que les États ont compris que les pure players sont des acteurs puissants, donc qui ont la puissance d'État, et qui sont au service d'hégémonie particulière des pays. Donc finalement, on peut prédire que chaque bloc va finir par utiliser... Alors les blocs, globalement, on va en donner 3. Je pense que c'est pas très risqué de dire ça. Donc il y a les États-Unis, l'Europe et la Chine. Alors en ce moment, il y a la Russie qui met un peu le cirque, mais c'est une puissance moyenne. Elle va en plus tomber encore plus bas avec ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'elle a scié la branche sur laquelle elle était. Donc c'est une puissance qui a un pouvoir de nuisance, peut-être qu'ils vont nous envoyer une bombe sur la figure et ça peut être pénible, mais si ce scénario-là n'arrive pas, c'est un pays qui va probablement tomber comme une pierre, parce que là, il est en train de brûler ses dernières ressources dans une guerre qu'il n'est pas parti pour gagner. Donc on a ces 3 blocs-là, la Chine, l'Union européenne et les USA, et chacun vient avec des forces particulières. Donc la Chine a pour elle sa population, son régime centralisé, et des pure players qui ont été nourris dans un marché captif. Et encore une fois, qui ont de la puissance similaire en termes d'usage et de données qu'ils maîtrisent aux acteurs américains. On a l'UE qui a pour elle la régulation. Donc là, ça a l'air de rien, mais c'est un pouvoir puissant que l'UE est en train d'appréhender et en train d'utiliser. Et puis on a les USA qui ont leur domination culturelle et les acteurs que tout le monde utilise mondialement tous les jours. Et on peut imaginer que ces positions vont se durcir au fur et à mesure des années qui viennent, parce que chacun va prendre conscience des enjeux qu'il y a derrière. Ça se voit au niveau de l'Europe. Donc l'Europe est en train d'utiliser depuis quelques années la réglementation comme une arme pour lutter contre la domination des autres blocs. Donc ce qu'on peut anticiper, c'est des interdictions de technologies et d'acteurs de plus en plus fréquentes. Donc aux États-Unis, il y a eu l'interdiction de Huawei. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça date déjà de quelques années, mais Huawei, qui était une des plus belles boîtes chinoises, pareil, est tombé comme une pierre. Et il y a le CEO, il n'y a pas très longtemps, qui a fait des annonces publiques en disant que son seul enjeu maintenant, c'était la survie de la boîte. Donc en 3-4 ans, Huawei
est mort. Juste parce que les États-Unis ont dit interdiction d'utiliser les technologies Huawei dans les services des acteurs américains. Donc si vous achetiez un téléphone Huawei, vous n'aviez pas accès à tous les services Google, ce qui en Occident tue complètement la possibilité d'acheter ce type de téléphone. On va avoir de plus en plus de conflits idéologiques sur les utilisations des technologies, donc on commence à voir ça en France, donc, enfin en Europe, pardon. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'Europe a émis un avis défavorable sur le fait d'utiliser les technologies de reconnaissance faciale de façon standardisée. La Chine, ils ne sont pas embarrassés de ça. Alors on m'avait fait remarquer une fois que la Chine avait lancé sa propre RGPD, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas une RGPD, c'est une RGPD qui rend indépendant des acteurs privés, mais qui ne rend pas indépendant du pouvoir chinois. Donc il y a quand même une empreinte du pouvoir chinois qui reste importante. Et puis une montée en puissance des cybermenaces. Alors, avec la guerre en Ukraine, on prévoyait une lutte sans précédent sur les attaques de hackers. Finalement, il y en a eu 2-3, mais pas tant que ça. Là, il y a 2 jours, alors, je vais afficher... Non, pardon, je vais revenir à ça. Bon, il y a une annonce après, mais il s'est passé un truc il y a 2 jours quand même qui est un peu inquiétant, mais il n'y a pas eu l'effervescence qu'on pouvait imaginer sur les attaques, les cybermenaces. Alors comment ça se finit? Moi je prédis un avantage à la Chine, parce que la Chine a la plus grosse population, et je vous ai présenté l'intelligence artificielle comme étant la technologie avec le plus de potentiel, et à la fin, en intelligence artificielle, quelle que soit la qualité de vos algorithmes, c'est celui qui a le plus de données qui gagne. Donc plus vous avez de liberté sur l'utilisation des données, c'est un peu la Chine, plus vous avez de données, plus en fait vous êtes puissant dans votre capacité à utiliser l'intelligence artificielle. Et donc voilà, la Chine a un petit avantage là-dedans. Et l'autre avantage qu'ils ont, c'est la quantité d'ingénieurs qu'ils produisent chaque année. Alors j'ai essayé de faire les calculs 50 fois, je n'ai jamais réussi, mais j'ai une hypothèse que je n'ai pas encore réussi à valider, c'est que chaque année, la Chine produit, excusez-moi du terme, plus d'ingénieurs que le stock complet en Europe. C'est-à-dire que dans des universités chinoises sort plus d'ingénieurs que tout ce qu'on a en Europe chaque année. C'est pas prouvé, hein, donc ne le tweetez pas, mais j'ai la conviction que c'est pas très loin de la vérité. Et puis un truc que fait la Chine qu'on aurait du mal à faire en Europe pour des raisons éthiques, c'est qu'ils s'intéressent à la sélection des individus et en tout cas au formatage social des individus, et on va le voir dans un instant. Donc sur les signaux faibles de lutte des blocs géopolitiques, vous avez vu donc la CNIL, le tribunal pénal européen la Cour de justice européenne, qui a invalidé le Privacy Shield. Donc c'était la façon des Américains de dire non, mais vous pouvez faire du Cloud Act, c'est pas grave, ça passe. Et en fait, l'Union européenne a dit non, non, non. Soit vous êtes conforme au droit américain, soit vous êtes conforme au droit européen, mais c'est pas possible d'avoir les deux. Donc si vous êtes aujourd'hui, et il y a tout un débat aujourd'hui sur les hyperscalers américains et la création de Sense, de Blue et tous ces mouvements-là, c'est comment les hyperscalers américains arrivent à créer des montages qui fait qu'ils arrivent à montrer patte blanche auprès de l'Union européenne. Et c'est un vrai sujet, c'est pas si clair que ça. Il y a des experts qui ont travaillé pour les Pays-Bas qui sont arrivés à la conclusion que c'était pas possible. Bon, voilà, donc il y a des vraies questions autour de ça. Donc ouais, je vous ai raconté l'histoire, et le Parlement européen qui veut bannir la reconnaissance faciale, je l'ai évoqué aussi. Et dans les autres signaux faibles, moi j'étais fasciné par la Chine qui reprend en main sa jeunesse. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. Donc ils ont un temps limité de réseaux sociaux, ils ont droit à 1 heure de jeux vidéo par jour, et c'est à la chinoise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop déconner avec ça non plus. Des discussions sur le fait que les mamas sont des objets de domination culturelle des Américains sur le reste du monde. Alors, la news dont je vous parlais, qui est un peu cachée en haut, c'est qu'il y a
hackers pro-russes qui ont pris le contrôle de certains aéroports américains, sans trop de conséquences, mais ça date d'il y a 2 jours. Donc, ça fait quand même partie des événements qui font un peu froid dans le dos. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, à un moment donné, j'étais assez fan de Die Hard. Je crois que c'est le 4 qui décrit ce scénario-là, mais bon, je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est flippant. Dans le Wall Street Journal, un article sur la sélection génomique qui a lieu en Chine pour détecter les gènes de l'intelligence, pour peut-être faire une sélection de la population et créer des gens surintelligents. Et donc, la police chinoise qui utilise la reconnaissance faciale pour faire des amendes automatiques. Et alors, depuis quelques mois maintenant, il y a un petit mouvement de contestation qui monte en Chine où ils sont de moins en moins OK avec ce type de sujet. Donc, peut-être qu'il va se passer des trucs là-dessus aussi. Et le troisième scénario que je vais partager avec vous, c'est Digital Detox. Parce qu'en fait, finalement, les 2 scénarios que je vous ai présentés avant, c'est des tendances naturelles de phénomènes qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Et puis j'emprunte ça à Nassim Taleb, qui parlait de la dinde de Noël. Donc elle se fait nourrir par le fermier pendant 3 ans, donc pendant 1000 jours. Donc elle dit, le fermier, il me kiffe. Plus ça va, plus il me nourrit, plus c'est cool, quoi. Et puis un jour, brutalement, il se passe un truc pour la dinde qui n'est pas ce qui était attendu. Donc il utilise ça pour son livre Le Signe Noir, en disant que en fait, les choses qui façonnent le monde, c'est finalement pas tellement les trucs que tout le monde avait anticipés ou toutes les tendances que tout le monde voyait, c'est les choses inattendues. Alors, je ne sais pas si c'est inattendu, mais c'est quand même le sujet, je pense, qui va formater notre industrie pour les prochaines années. Donc, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'enjeu environnemental, et pas climatique, l'enjeu environnemental pour notre technologie. Là, vous avez un tableau qui est assez flippant, qui est les réserves en matières premières, minerais essentiellement, qui nous restent dans le monde, qu'on peut obtenir avec le rythme actuel d'utilisation. Et donc, c'est le rythme actuel d'utilisation, alors que c'est des rythmes qui ont tendance à évoluer de façon exponentielle. Surtout avec la transition dite écologique, on est en train de mettre une pression sur certains types de ressources qui est absolument hallucinante, quoi. Donc, en rouge, vous avez tous les composants dont on a besoin pour fabriquer un terminal aujourd'hui. Donc, vous voyez que les 4 premiers, c'est des ressources sur lesquelles on a au maximum entre 12 et 18 ans de stock, si on continue à un rythme actuel, mais probablement que ce n'est pas le rythme qui va se prolonger dans les années qui viennent. Donc, ça veut dire que peut-être, dans une dizaine d'années, on n'est plus capable de fabriquer sur le rythme actuel des terminaux. Donc les choses qu'on utilise tous les jours pour faire notre métier, peut-être qu'on ne pourra plus les fabriquer. Alors, pareil, pour l'USI, on a fait intervenir une dame qui s'appelle Aurore Stéphan. Ça fait partie des quelques vidéos qu'on a rendues accessibles à tout le monde, parce qu'on pensait que c'était de salubrité publique. Je vous invite à la voir. C'est une ingénieure spécialiste des ressources minières qui expliquait que, en fait, on ne sait pas extraire la quantité de matière du sol qui permet de faire la transition écologique. La transition écologique, il faut construire des éoliennes, il faut faire des batteries, il faut faire des voitures électriques. Donc, si tout le monde se met à migrer de la voiture thermique à la voiture électrique, si tout le monde se met à passer du pétrole à l'éolienne, on ne sait pas fabriquer les infrastructures et les objets dont on a besoin pour faire cette transition écologique. Voilà, donc c'est le gros sujet, enfin, un des gros sujets auxquels on va être confronté d'un point de vue environnemental dans les quelques années qui viennent. Donc Digital Detox, finalement, il faut qu'on fasse face à l'épuisement des ressources, et donc ça veut dire que le solutionnisme technologique qui était la tendance sur laquelle on était sur les 10 dernières années, c'est-à-dire, alors il y a un bouquin d'un gars qui s'appelle Morozov, qui a écrit un bouquin qui est
pour tout réseau de cliquer ici. Donc on a cru pendant une période que les acteurs du web allaient permettre, enfin les acteurs des technologies numériques allaient nous permettre de résoudre tous les problèmes du monde. On a un problème de transport, il y a Elon Musk qui fait son Hyperloop, on a un problème d'accès à l'eau, il y a Bill Gates qui utilise son pognon pour rendre accessible l'eau. Donc on avait une sorte de vision d'un miracle technologique qui allait résoudre tous les problèmes du monde. Et là, en fait, on est en train de toucher les bords de la boîte, et on est en train de prendre conscience que finalement, cette vision solutionniste n'est pas possible. Ma prédiction, c'est que le offline va revenir en force. Alors, la première fois que j'ai joué cette presse et que j'ai expliqué qu'on pourrait avoir des intermittences énergétiques, il y a des gens qui sont venus voir à la fin. Quand même, tu as dit des trucs intéressants, mais quand même, tu exagères. Et ça me fait tout bizarre, 6 mois après, de voir que le sujet de tous les jours, c'est est-ce qu'on va avoir de l'électricité cet hiver. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. En France, au XXIe siècle, la question qu'on se pose pour l'hiver prochain, c'est est-ce qu'on va avoir de l'électricité? Vous vous remettez 2 ans en avant, c'est impensable, c'est inimaginable, le truc auquel on se prépare pour cet hiver. Donc, ça pose des questions sur le cloud, parce que le cloud, quand on a des réseaux qui sont éteints par intermittence, en fait, vous avez branché votre ordinateur, mais vous n'avez peut-être pas le réseau qui vous permet d'accéder au cloud, donc ça pose d'autres types de questions. Donc probablement que les usages de consommation de la technologie vont aussi changer. Ça pose des questions sur l'approvisionnement de matériel, et c'est pas de la science-fiction, ça c'est très quotidien. Je pense que vous êtes tous dans des boîtes où les délais pour avoir un PC se sont allongés de 1 mois à 6, voire 12 mois. Je te vois acquiescer, donc... Ouais. Ouais, donc, nous, je sais que dans notre boîte, on est un peu moins touché parce qu'on est très Mac et il y a moins de rupture de stock sur les Mac. Mais on est en train quand même d'avoir des politiques de réutilisation de matériel. Alors, c'est très difficile de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est la disruption des chaînes d'approvisionnement ou est-ce que c'est de l'épuisement des matières premières? Il y a tellement de choses qui se sont passées en même temps entre le Covid, le conteneur qui est resté bloqué dans le canal de Suez et des choses comme ça, que c'est hyper dur de savoir si c'est conjoncturel ou structurel. Néanmoins, c'est probable que ça devienne de plus en plus fréquent. Et puis, en fait, ça pose une question qui est, mais la tech, pourquoi faire, en fait? Et donc, on va être obligé de se reposer très fortement une question d'usage. Et on a une responsabilité énorme là-dessus, mais on y reviendra. Et donc, les signaux faibles de ça, c'est donc entraîner, par exemple, un truc qu'on fait tous les jours, c'est entraîner des modèles AI. Hein, donc, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ça comme référence, mais donc MIT a calculé que c'était l'équivalent de l'empreinte carbone du cycle de vie complet de 5 voitures. Alors, j'aime pas cette échelle. Moi, je vous en donne une qui est hyper simple. C'est le vol Paris-New York. Tout le monde a plus ou moins eu cette expérience-là de vol Paris-New York. C'est une expérience qui va se raréfier, hein, d'accord. Mais un vol Paris-New York, c'est globalement 1 tonne de carbone. Entre 1 tonne et 2 tonnes de carbone, suivant la classe que vous utilisez. 2 tonnes de carbone, c'est ce qu'il faut si on veut que toute l'humanité vive dans un monde sans externalité carbone. Donc dans un monde neutre en carbone, ce qu'on peut s'autoriser comme budget carbone individuel à la population à laquelle on est, c'est 2 tonnes. Donc une fois que vous avez fait globalement un aller-retour New York, vous avez consommé le quota qui vous est échu à l'échelle de l'humanité. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est parce que je suis tombé sur ça qui m'a complètement fasciné. C'est que donc la blockchain, qu'on met beaucoup en avant parce que ce serait la future technologie super cool, machin. Vous faites une transaction sur la blockchain, les chiffres m'ont sidéré. Hein, donc encore une fois, je crois que c'est vrai, mais je ne peux pas vous le garantir tellement c'est fou. C'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York. Donc vous faites vous achetez un bitcoin, vous avez fait un aller-retour Paris-New York. Voilà. Donc, cette technologie, c'est ce qu'on va appeler une technologie zombie, c'est-à-dire que c'est inimaginable de penser qu'on va payer sa baguette de pain en bitcoin avec une empreinte carbone de cet ordre-là.
Donc le sujet que je voudrais introduire, c'est un sujet qui a émergé au contact, enfin qui a émergé, qu'on a découvert au contact de personnes du CEA. Donc alors Roland Lehoucq, peut-être que vous connaissez, c'est un gars qui s'est fait connaître parce qu'il écrit des bouquins de science-fiction, enfin des bouquins où il explique est-ce que le sabre laser de Dark Vador est possible. Donc c'est un scientifique de haut niveau, hein, mais il s'amuse à voir si avec nos connaissanes de physique actuelle, on est capable de voir si Hulk peut vraiment faire des bonds de 100 mètres, si Dark Vador peut vraiment avoir un sabre laser, et si on peut aller conquérir le système solaire d'à côté. Et en fait, avec deux autres compères, ils ont introduit le concept de high-tech. Donc les high-tech, ils ont eu cette idée, enfin Roland Lehoucq cite souvent cet exemple, donc il a lu La vague montante de Marion Zimmer Bradley. Et dans ce bouquin-là, c'est un bouquin de science-fiction où il y a des gens hyper avancés qui échouent sur une planète, hein, et en fait, il y en a un qui a un problème de santé, enfin, où la population est assez primitive sur cette planète, et il y en a un qui a un problème de santé, et il dit oh, c'est bon, je vais y passer, je suis à l'âge de pierre, donc c'est sûr, je vais mourir. Puis brusquement, en fait, cette civilisation-là sort une super machine pour soigner les individus, un truc hyper technologique, et puis il le soigne en un coup de cuillère à peau. Voilà. Et eux, ils se servent de cette métaphore pour introduire la notion de high-tech, c'est-à-dire où est-ce qu'on a besoin de la technologie. Et on a besoin de la technologie pour sauver des vies, ça paraît une utilisation assez légitime de la technologie. Mais est-ce qu'on a besoin de la technologie pour, alors je vais être polémique, mais pour faire Instagram, pour faire des slips chauffants? C'est un des trucs qui existent. Donc, où est-ce qu'on va mettre nos efforts, sur quel sujet on va mettre les ressources qui restent à notre civilisation pour faire de la technologie? Et donc, le concept de high-tech, qui est un sujet qui est assez intéressant, et donc ils identifient 4 axes. Donc, donc pour être une high-tech, il faut répondre à 4 critères qui sont est-ce qu'il y a un respect de l'objet? Est-ce qu'il y a un respect de l'usage? Est-ce qu'il y a un respect de l'environnement? Est-ce qu'il y a un respect de l'humain? Donc, respect de l'objet, est-ce qu'on fait des objets qui sont beaux? Respect de l'usage, est-ce qu'on fait des choses qui servent véritablement à quelque chose? Respect de l'environnement, tout le monde comprendra. Et respect de l'humain, c'est est-ce qu'on le fait en faisant travailler des gens en Chine ou est-ce que c'est fait de façon respectueuse par rapport aux gens qui ont fabriqué cet objet-là? Et si on a coché ces 4 critères, bah, peut-être que c'est une bonne technologie qu'on peut mettre en avant. Et si ce n'est pas le cas, bah, peut-être qu'il faut qu'on apprenne à se passer de cette technologie-là. Donc c'est une perspective que je trouve assez intéressante et qui nous permet d'avoir un filtre pour se focaliser sur l'essentiel. Alors si je secoue ma première matrice à l'aune de ces éclairages-là, et ben en fait, c'est chaud quoi. C'est chaud sur les technologies qu'on utilise tous les jours. Donc on retrouve notre petit loser, le code no code. Donc lui ça va, il n'est pas trop consommateur. Blockchain DAO, ça va être vraiment compliqué. ARVR, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un manifeste il n'y a pas très longtemps de gens qui se sont mobilisés pour dire surtout, des gens de cet univers, notamment l'univers du jeu, qui disent surtout ne faites pas ça. S'il faut équiper toute la population de casques à réalité virtuelle, il faut une puissance machine, des ressources naturelles qu'on ne peut pas consacrer à ce sujet-là. Le cloud, c'est un peu consommateur, mais relativement. La 5G, IoT, en fait, c'est une vraie question parce qu'il y a le fameux effet rebond. Donc, normalement, l'IoT, ça permet de consommer moins, mais en fait, on regarde des vidéos en 4K sur des écrans qui ne permettent pas de matérialiser la 4K. On fait n'importe quoi dès qu'on a accès à ce type de technologie. Et puis, l'intelligence artificielle, ça rend plein de services, hein, mais c'est aussi une technologie ambivalente parce que l'entraînement des modèles coûte super cher. Donc, on peut faire plein de choses avec des modèles préentraînés. Donc, il y a sûrement des choses qu'on peut démarquer de l'utilisation de modèles préentraînés. Donc la fin de l'histoire, c'est probablement un mélange de ces 3 scénarios. Je suis en train de déborder, c'est ça? 2 minutes. C'est bon? Ouais, okay. Il n'y aura pas de questions. Et après, qu'est-ce qu'on en fait dans sa vie de tous les jours quand on bosse dans l'IT? Moi, j'ai 3 propositions à vous faire. C'est se former à l'éco-design. Je pense que c'est une compétence qu'on doit tous avoir pour être capable de challenger un besoin utilisateur et un usage dans nos DSI, chez nos clients.
pour savoir si on est bien en train d'utiliser la techno à bon escient. L'autre point, c'est développer son adaptabilité. Le monde va changer extrêmement vite, hein, donc ça veut dire qu'il y a une compétence qu'on doit tous avoir, c'est apprendre à apprendre, et de plus en plus apprendre à apprendre dans un monde qui va se matérialiser. Et ça fait le lien avec le dernier point qui est le hacker way. Donc le hacker way, c'est, on n'aura peut-être pas de PC, donc il faudra réapprendre à bricoler des PC parce qu'on aura récupéré deux pièces sur un truc qu'on va coupler en low-tech avec un autre truc, et puis on va se bricoler nos solutions comme ça, un peu à façon. Et puis surtout, à très court terme, c'est agir en responsabilité. Donc, quand on travaille dans la tech aujourd'hui, on a une influence énorme sur le monde, c'est-à-dire que le code qu'on construit, c'est ça qui définit le monde pour les 5 à 10 prochaines années. Donc, on a un devoir, je pense, de résistance citoyenne. C'est-à-dire que quand on est amené à bosser sur des projets sans sens, des projets qui ne sont pas des high-tech, je pense qu'on a le devoir aujourd'hui de lever la main et de dire je pense que c'est pas ça qu'il faut faire aujourd'hui, parce que on touche les limites du monde et c'est une grande responsabilité. Et on est aux premières loges, nous, en tant que acteurs de la tech, pour orienter les 5 prochaines années du monde. Et j'en ai fini avec ma présentation. Merci à vous.